Le théorème des grands hommes de Jean-Louis Nogareau aux éditions Arcane 17. Prologue. Son-sen. 27 novembre. 24 mètres carrés de néant aseptisé. Une table de cuisson rutilante, des placards et étagères proposant le nécessaire, pas plus. Aucune décoration. Pas de livres, CD ou autres DVD. Deux détails cependant indiquaient que la piaule était occupée. Sur la table basse du salon, un vieil ordinateur portable, en marche. Et, comme oublié sur l'unique fauteuil, un blouson de cuir noir avec 2 bandes blanches sur chacune des manches. Son-sen faisait partie de ces traces passionnées de high-tech. Le genre de type chez qui on retrouve des batteries d'ordi en tout genre, des consoles de jeux, des revues ultra pointues, des boîtes de pizza et des canettes vides. Mais Son-sen n'était pas comme ses collègues geeks. Il ne devait pas. C'était dans le contrat. Officiellement, il ne vivait pas de ses talents informatiques. Il disposait de feuilles de paye indiquant qu'il bossait pour une boîte de sécurité, ce qui pouvait expliquer ses horaires irréguliers, pour le cas où le voisinage serait interrogé. Il avait même suivi une formation et disposait de diplômes bidonnés. Assis en tailleur devant l'ordinateur, Son s'étira et se fit craquer les articulations des doigts. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour en faire autant avec les systèmes de défense. C'est bien des profs qui ont fait ça. N'importe quoi. Lorsque le sablier virtuel eut fini de s'écouler sur l'écran, la page d'accueil s'afficha. Université de Poitiers, section archéologie. Vous ne disposez pas des droits. Son entra une dernière série de codes et l'ultime rempart céda. Pour un site prétendument hyper sécurisé, ça ne l'étonnait guère. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à cacher? Sa curiosité le poussa distraitement à cliquer sur les divers menus. C'était chiant. Et puis surtout, ce n'était pas son problème. Il aspira la totalité du site et la posta sur l'adresse convenue. Elle ne servirait que pour cette occasion. Il se chargerait lui-même de la détruire quand on le lui dirait. Une poignée de secondes plus tard, il recevait le SMS d'usage sur le téléphone portable lui aussi éphémère. Bien arrivé, tout va bien à Concarneau, signé 18. Voilà un bon petit paquet de fric vite gagné à récupérer à l'occasion sur une table de poker dans l'établissement qu'on venait de lui désigner, au 18 rue de Concarneau. Mais pour l'heure, un tour en bécane s'imposait. Son effaça la mémoire de l'ordinateur avant de disséminer et de planquer les divers éléments informatiques qu'il venait d'utiliser. Clés, hub et autres gadgets. Il ne conserva sur lui que le disque dur externe, qui rejoignit le cran d'arrêt au fond de la poche intérieure du blouson de cuir. Il ne restait plus qu'à récupérer la Suzuki et à foncer. Au hasard. Foncer. Sans oublier de balancer le téléphone dans la Seine. Paris, décembre. Edwin ne sentait pas ce type, depuis que ce dernier avait mis les pieds au bureau à peine 15 jours plus tôt. Edwin Moutardon était le responsable historique du labo de paléontologie rattaché aux travaux des enseignants-chercheurs de l'Université de Poitiers. Il dirigeait tout, de A à Z, selon ses propres protocoles. Ils étaient combien en tout à maîtriser les techniques d'analyse de fragments remontant pour la plupart à plusieurs centaines de millions d'années? 2 ou 3 en France, autant dans le reste de l'Europe et 5 ou 6 ailleurs dans le monde. Il avait fallu tout inventer, mettre les dispositifs au point, participer à des centaines de colloques, publier des articles, en lire et en lire encore. Et on lui refilait ce blanc-bec pour l'épauler. Il n'avait rien demandé à personne, et surtout pas d'un technicien de labo, et surtout pas de celui-ci, un docteur. Auteur d'une thèse remarquée mondialement. Moutardon se reposait les mêmes questions depuis qu'on lui avait mis Philippe de Saintonge dans les bras. Pourquoi lui adjoindre un aide maintenant, alors qu'il avait besoin de la plus grande discrétion et qu'on lui avait assigné une mission unique et hautement confidentielle? Si encore le type était chargé d'exécuter le reste des affaires courantes. Mais non, le reste, il fallait laisser tomber pour l'instant. Ça ferait de la matière pour le second trimestre des étudiants du premier cycle, lui avait-on dit. Si on passait sur ce premier point, comment expliquer le CV du gonze? Pour être technicien de labo, il faut avoir quoi? Bac+2 à tout casser?
Ceux qui prolongent un peu et se spécialisent sont souvent surdiplômés pour le boulot qu'on leur refile. Alors, ce de Saintonge, qu'est-ce qu'il venait foutre là avec son doctorat, ses thèses et tout le tintouin? Et pas n'importe quelle thèse, s'il vous plaît. Approche paléocologique de l'évolution des ADN des peuplements primitifs d'Amérique. Enfin, un truc comme ça. Fallait un dictionnaire pour comprendre l'intitulé exact que le doyen lui avait glissé sous le nez. Le patron lui avait glissé aussi oralement, cette fois, cette fichue thèse a été citée dans la revue officielle de l'International Academy of Science. On vous file un sacré coup de main, Moutardon, ça vient de très haut. Le coup de main en question ne pouvait s'expliquer autrement que par l'importance des enjeux à venir. Et l'enjeu en question était peut-être considéré comme dépassant le cadre des compétences de Moutardon. En début de semaine suivante, on lui livrerait les ossements retrouvés sur le chantier de fouilles des collines de Velot, près d'Aix-en-Provence. Tout avait été tenu secret, mais ça risquait d'entraîner un beau pataquès d'après l'un des chercheurs de l'université. Il n'était pas impossible que parmi les fossiles rapatriés sur le campus figurent ceux d'une espèce jusqu'alors inconnue. La pression qui pesait sur Moutardon était énorme. On n'analyse pas un fragment datant d'au moins 45 millions d'années comme une vulgaire goutte de sang sur une vulgaire scène de crime. La moindre fausse manœuvre et la pièce était rendue inutilisable. Ça arrivait parfois. Mais là, il ne faudrait pas. Surtout pas. Pour sauter un peu de la dite pression, le responsable du laboratoire avait décidé de s'octroyer un petit week-end chez lui, dans la maisonnette qui ne l'accueillait d'ordinaire que pour les congés. Là où il avait prévu de passer sa retraite, dans 2 ou 3 ans. Il n'avait pas le permis, et le voyage n'était pas une sinécure, pour lui qui ne sortait que rarement de ses éprouvettes et autres appareils de mesure. Un premier train l'avait conduit sur Paris en un peu moins de 2 heures. Il fallait maintenant prendre le métro et changer de gare. Après, un second train pour Auxerre, et un trajet de même durée. Le périple ne s'arrêtait pas là. Il faudrait prendre un taxi pour rejoindre Charbuy, la petite commune bourguignonne qui abritait son jardin secret. Le voyage durerait près de 6 heures dans sa totalité. C'est pourquoi il ne se rendait pas souvent chez lui. Mais là, il le fallait. Il n'avait pas le choix. La venue de ce Philippe de Saintonge lui rongeait les tripes. Depuis qu'il était arrivé, Moutardon avait un pressentiment. Pour la première fois de sa vie, il avait peur de commettre une bourde. Et il y aurait quelqu'un, venu pour le seconder qui plus est, qui le verrait se planter. Le métro suivant était annoncé dans 4 minutes. Il y avait foule ce vendredi soir. Moutardon comprit que les places assises seraient chères et qu'il était inutile de lutter. Et puis, avec sa valise à roulettes, il serait préférable de se tenir debout, à proximité des portes. Sinon, il risquait tout simplement de ne pas pouvoir s'extraire à temps lorsqu'il serait parvenu à destination. Il valait mieux monter dans les derniers. Il se laissa doucement repousser sur l'extrémité gauche du mot humain, se positionnant sur le repère au sol. Au bout de quelques instants, il était à nouveau enserré dans une masse d'humanoïdes en tout genre, aux odeurs multiples, se mêlant à celles si particulières du métro parisien. 2 paquets voisins venaient de se souder. Ça puait, mais il ne pouvait s'en prendre à personne. Sa propre transpiration et son déodorant bon marché, participant eux aussi à ce fétis de concert de fragrance. Il décida de se laisser porter par la foule. Lorsqu'il serait temps, elle choisirait pour lui de quel côté il partirait. Afin de ne pas laisser le stress le gagner, il se força à penser à ce qu'il ferait de son week-end. Un petit coup de peinture sur les volets, peut-être. L'arrivée du métro le surprit presque, tant son esprit vagabondait. Il lui semblait que le conglomérat avec lequel il faisait désormais corps entamait un mouvement sur la droite, comme pour faire face à la rame. Puis, il y eut changement de direction. Il partit sur l'avant, en direction des voies. Il n'en était plus qu'à une poignée de centimètres lorsqu'il réalisa qu'il s'était inconsciemment désolidarisé du groupe. Les autres continuaient à dériver, mais en sens inverse du sien. Une ultime poussée le propulsa en contrebas. La motrice le percuta, alors qu'il n'avait pas encore atteint le sol. La foule continua à dériver vers les portes par lesquelles se déversait déjà une nouvelle marée de bras, de jambes et de têtes aux yeux cernés. Le lendemain, les journaux titreraient avec quelque chose du style « Bousculade mortelle dans le métro parisien, un sexagénaire succombe à ses blessures ».